Traité de l'âme d'Aristote, livre 3e, chapitre 12, sommaire. Retour sur la répartition des facultés de l'âme parmi les êtres. La nutrition appartient à tous les êtres vivants. La sensibilité appartient à tous les animaux. Le corps de l'animal doit être composé. Rôle du toucher et du goût. Sens de la nutrition dans la conservation de l'animal. Le toucher et le goût sont nécessaires, les autres sens ne sont qu'utiles. Mouvement particulier de l'altération qui s'accomplit sur place, rôle indispensable de l'air dans l'acte de la vision. Il faut donc nécessairement que tout être qui vit ait l'âme nutritive et qu'il l'ait depuis sa naissance jusqu'à sa mort, car il faut nécessairement que ce qui est une fois ne croisse, se développe et périsse. Et tout cela n'est possible que par la nutrition. Ainsi donc, il est également indispensable que la faculté nutritive se trouve dans tous les êtres qui se produisent et qui meurent. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait sensibilité dans tous les êtres vivants. Ainsi, tous ceux dont le corps est simple sont privés du toucher, tout comme il est impossible que sans le toucher il y ait un animal. La sensibilité n'est pas faite davantage pour ceux qui ne peuvent recevoir les formes des objets sans la matière. Mais c'est chose nécessaire que l'animal soit doué de la sensibilité, s'il est vrai que la nature ne fait rien en vain, car toutes les choses de la nature ont un but, ou bien sont les conditions des choses qui ont un but. Si donc tout corps qui peut se déplacer n'avait pas la sensibilité, il périrait infailliblement et n'arriverait pas à sa fin, qui est le grand objet de la nature. Comment en effet pourrait-il se nourrir? Mais pour les êtres qui restent en place, ils tirent directement la nourriture qui les fait vivre du lieu même où ils naissent. Il n'est pas possible davantage qu'un corps ait une âme et une intelligence qui juge s'il n'a pas la sensibilité. J'entends un corps qui n'est pas immobile et qui est engendré. Car pourquoi l'animal ne l'aurait-il pas? C'est que ce serait mieux ou pour son âme ou pour son corps. Mais ici, il n'y a ni l'un ni l'autre de ces avantages. L'âme ne pensera pas plus et le corps ne durera pas plus pour être privé de cette faculté. Ainsi, aucun corps non immobile ne peut avoir une âme sans la sensibilité. Mais si le corps a la sensibilité, il faut nécessairement qu'il soit ou simple ou composé. Or, il n'est pas possible qu'il soit simple, puisque s'il l'était, il n'aurait pas le toucher, et qu'il est indispensable qu'il le possède. Voici ce qui le prouve bien. Comme l'animal est un corps doué d'une âme, et que tout corps est tangible, tangible signifiant ce qui peut être senti par le toucher, il faut aussi que le corps de l'animal possède le sens du toucher, pour que l'animal puisse se conserver. Tous les autres sens, en effet, l'odorat, la vue, l'ouïe, sentent par des intermédiaires différents d'eux, mais quand l'être touche, s'il n'a pas la sensibilité, il ne pourra ni éviter certaines choses, ni en prendre certaines autres. Et dans ces conditions, il est impossible que l'animal puisse se conserver. Voilà aussi pourquoi le goût est une sorte de toucher. Il est le sens de la nutrition, et la nourriture est quelque chose qui peut être touché. Au contraire, le son, la couleur, l'odeur ne nourrissent pas et ne causent dans l'animal ni accroissement ni dépérissement. Mais il y a nécessité que le goût soit une espèce de toucher, parce qu'il est le sens de ce qui peut être touché et peut nourrir. Voilà donc les sens qui sont nécessaires à l'animal, et il est évident qu'il ne peut y avoir d'animal sans toucher. Les autres sens sont seulement utiles au bien de l'animal, et aussi appartiennent-ils non pas à tous les animaux quels qu'ils soient, mais seulement à quelques-uns, et ils sont nécessaires par exemple à l'animal qui marche, pour qu'il puisse vivre.
Il ne faut pas uniquement qu'il sente quand il touche les objets, il faut encore qu'il les sente de loin, et c'est ce qui se réalise s'il peut sentir à travers un intermédiaire, parce qu'alors cet intermédiaire est affecté et mis en mouvement par l'objet sensible, et que l'être l'est ensuite par l'intermédiaire. Ainsi, dans la locomotion, le moteur qui meut l'animal dans l'espace agit sur lui jusqu'à le faire changer de place. Et l'agent qui pousse l'être fait que cet être va jusqu'à en pousser aussi un autre. Il y a ici mouvement par un intermédiaire. Le premier moteur pousse sans être poussé lui-même, et le dernier est poussé seulement sans pousser à son tour. L'intermédiaire a les deux mouvements à la fois, et les intermédiaires peuvent être très nombreux. Il en est absolument de même pour l'altération de l'être. Seulement, il subit l'action des choses qui l'altèrent tout en demeurant dans le même lieu. C'est comme lorsqu'on plonge un cachet dans la cire, elle est mue jusqu'à cette profondeur où le cachet y est plongé. Dans ce même cas, il n'y a pas d'altération pour la pierre, mais l'altération de l'eau peut aller fort loin. Quant à l'air, il est de tous les corps le plus mobile. Il agit et il pâtit pourvu qu'il demeure et garde son unité. Voilà aussi pourquoi dans la réfraction de la lumière, il vaut mieux, plutôt que d'admettre que la vision sortant de l'œil est réfractée, supposer que c'est l'air qui est affecté par les figures et les couleurs dans toute l'étendue où il conserve son unité, et il la conserve sur une surface unie. Voilà aussi pourquoi à son tour il meut la vue, comme si l'empreinte marquée par la superficie de la cire était transmise jusqu'à l'extrémité.